Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui l'ancien député de la 4e circonscription, celle de la Plaine, le président des Républicains Vosges, Jean-Jacques Gaultier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes aux Républicains. Où en est votre parti aujourd'hui, Jean-Jacques Gaultier? On se souvient du départ d'Éric Ciotti. Il y a une refondation. Où est-ce qu'elle en est? D'abord, oui, Éric Ciotti a été démissionnaire et démissionné, d'ailleurs, au mois d'octobre. J'aurais aimé que ce soit plus rapide. Derrière la démission d'Éric Ciotti, il y a une mise en place d'une direction collégiale, un quatuor. Avec un vice-président exécutif qui est François-Xavier Bellamy. Oui, plus Annie Genevard, Michel Tabarot, Daniel Fasquelle. Et je pense qu'on aura en 2025, peut-être au premier semestre 2025, de nouvelles élections et une réorganisation du parti. Avec un nouveau nom ? Oui, pour le moment, ce n'est pas vraiment une urgence. Je pense que l'urgence, c'est d'essayer de sortir la France du pétrin dans lequel elle est. Il faut avoir cet objectif de remettre en ordre le parti sur 2025. Aujourd'hui, on a ce stade de direction collégiale. Ouais. Transitoire, on l'a bien compris. C'est temporaire. Et viendra le temps de nouvelles élections courant 2025. Ça sous-entend d'ailleurs aussi un problème de financement. Il faut financer ces élections. Là, il y a eu moins d'élus, moins de dons. Donc voilà, il ne faut pas se précipiter, laisser du temps au temps, comme auraient dit certains. 40 députés, 47 apparentés, on va dire ça comme ça. Le pénible feuilleton du budget est-il en train de toucher, est-il en train de se refermer selon vous, Jean-Jacques Gaultier? Alors nous, on enregistre ce lundi matin. Aujourd'hui, le gouvernement va passer sans doute à un 49-3. Et mercredi, il y aura une motion de censure. Pour vous, est-ce que cet art du compromis qu'on a tant de mal à trouver est enfin en train quand même d'être opérant? C'est toujours le poison de la dissolution. Le poison lent de la dissolution qui continue à faire son effet. Imaginez dans une commune un maire qui change tous les 3 mois et sans avoir de budget. Ce serait la chienlit et la révolution. Moi, je ne suis ni pour la chienlit ni pour la révolution, mais il faut une stabilité, effectivement, et une majorité parlementaire, et il faut un budget. Donc, l'objectif à court terme, c'est d'avoir un budget. Et tout imparfait qu'il soit, hein. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Oui, et puis à moyen terme, je pense qu'on ne fera pas l'économie d'un retour aux urnes. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que la France, la vie politique, la vie parlementaire est à l'arrêt. On légifère sur quoi ? Sur les pannes dans les ascenseurs, sur les gaz hilarants. Bon, c'est important, mais ce n'est pas comme ça qu'on rentre dans le 21e siècle. Il y a énormément de temps perdu. Moi, je l'ai vu même sur des sujets que je connais bien, sur l'audiovisuel ou sur les textes sur la fin de vie. On va en parler. On parlera. Les textes étaient prêts à l'été 2024. Là, aujourd'hui, le Premier ministre, la ministre, le président de l'ARCOM disent il faudrait passer ça à l'été 2025. Donc, il y a eu 1 an de perdu. Et aujourd'hui, nous sommes à l'arrêt. C'est pour ça que je ne vois pas qu'on ne puisse pas faire l'économie d'un retour aux urnes à moyen terme. Mais avant, il faut passer un budget. Donc les Républicains vont voter le budget, selon vous? On a entendu Laurent Wauquiez qui disait que s'il y avait des hausses d'impôts, telles qu'elles figurent dans le projet de budget, on ne votera pas. On sait très bien qu'il y a eu un accord, y compris avec les Républicains, sur le texte en CMP, mais le gouvernement peut modifier le texte de la CMP. Bon, je pense qu'on va quand même sur un vote avec un budget. Quand on veut essayer de mettre tout le monde d'accord, c'est le plus petit dénominateur commun. Donc là aussi, c'est un budget qui n'est pas spécialement ambitieux, même si on est à 6% de déficit du PIB. Le PIB, c'est 3 000 milliards. 6%, c'est 6 fois 30 milliards, 180 milliards de déficit. 300 milliards empruntés chaque année, 300 jours ouvrables, on emprunte 1 milliard tous les jours. Aujourd'hui, lundi, M. Verrier, on va emprunter 1 milliard. On ne peut pas se satisfaire de cette situation-là. Bon, on va essayer d'en sortir. La fin de vie, vous l'avez évoqué, fait partie des projets de loi qui ont été repoussés. Alors, cette fois, François Bayrou a souhaité scinder le texte en 2. D'une part, les soins d'accompagnement, dont les soins palliatifs, et l'aide à mourir. Est-ce que l'ancien député et le médecin que vous êtes partagent cette façon de voir les choses? Ça ne lui a pas valu que des compliments, hein, cette façon de voir les choses. Beaucoup d'associations et d'hommes politiques auraient souhaité quand même qu'on fasse un seul et même texte. C'est pas une obligation. On peut faire une haie
après l'autre. C'est deux choses. Mais on sous-entend que l'aide à mourir serait quand même beaucoup plus tard, en fait. C'est ça. En tout cas, il y a beaucoup plus de personnes qui n'ont pas accès aux soins palliatifs que de personnes qui vont en Belgique ou en Suisse pour un suicide assisté ou une euthanasie. Donc la priorité, effectivement, il y avait une vingtaine de départements où on n'avait pas accès. Dont les Vosges. Dans les Vosges. Donc évidemment, la priorité, c'est ça. Ensuite, on pourra avoir un deuxième débat sur le reste du texte, mais moi ça ne me choque pas qu'on fasse en deux phases et en mettant évidemment l'accent sur les soins palliatifs. Moi en tant que médecin, j'estime vraiment que c'est la priorité. Je souhaite plus qu'on fasse un texte sur les gens qui vont mourir plutôt que sur les gens qui veulent mourir. Il y a une différence et je crois qu'il faut vraiment déjà soulager avant de donner la mort. Et le texte... Donc pour vous, la loi Leonetti est suffisante aujourd'hui ou est-ce que... on l'a vu avec ce fait divers, vous avez vu évidemment avec cette infirmière... Il faudrait être bien péremptoire et ambitieux pour dire que ça va traiter tous les cas. Mais en tant que médecin, il faut essayer de guérir, parfois, de soulager souvent et d'aimer toujours, d'accompagner toujours. Il faut lutter contre la souffrance. Quelqu'un, même en maladie de Charcot, en stade terminal, je lui dirais « je ne t'intube pas, pas d'acharnement thérapeutique, et je vais t'endormir ». Donc ça, c'est la sédation profonde qui est dans le texte de... Et dans les 48 heures, la personne meurt dans son sommeil. Quel est le rêve, je pense, de tous les Français? C'est de mourir dans leur sommeil. Eh bien, aujourd'hui, avec la sédation profonde, on peut, effectivement, moi je l'ai vécu pour mes parents, pour mes deux parents, et c'est vrai que ce sont des sujets complexes entre la liberté et la fraternité, la liberté du droit à mourir et la fraternité où tout le monde a sa place dans la société. Il faut mettre le curseur de façon bien équilibrée. Donc, discutons déjà du texte sur les soins palliatifs. Faisons connaître et appliquons le texte de Jean Leonetti et puis nous rouvrirons le débat qui a été interrompu là aussi par la dissolution. Soins palliatifs donc qui seront désormais pourvus dans les Vosges, ça sera du côté de Remiremont. Pas un jour ou presque, Jean-Jacques Gaultier, sans qu'on parle de Nestlé. Le minéralier suisse sera jugé par le tribunal correctionnel de Nancy du 26 au 28 mai prochain pour avoir abandonné, je cite, illégalement des déchets et conservé des décharges sauvages. Il faut bien repréciser les choses, c'est que c'était antérieur à la prise de direction de Nestlé. Qu'en est-il pour vous? Est-ce que c'est d'abord une surprise? Est-ce que les élus que vous étiez aux manettes à un moment ou un autre, connaissaient tous ces dossiers-là? Alors j'ai vu qu'on m'a même mis en avant, Mediapart, ça avait été repris dans la presse avec un titre aguicheur, racoleur, putassier, c'est vraiment, je ne sais pas quelle infraction j'avais commise. C'était dans un cadre en fait plus global où moi je trouve qu'il y a vraiment un acharnement médiatique et politique non seulement sur l'entreprise et sur l'emploi, mais encore, et c'est plus grave, sur la population et sur le territoire. Après, la justice fait son travail, j'ai envie de dire. Il y a quand même quelques soucis qui sont apparus, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je ne le nie pas. Moi, je ne suis pas actionnaire de chez Nestlé. Je me suis même toujours battu pour maintenir la surtaxe sur l'eau minérale, c'est-à-dire faire payer Nestlé, qui avant payait au nombre de cols produits, ensuite au nombre d'hectolitres produits. Le gouvernement, je vous rappelle, en 2018, voulait supprimer cette surtaxe qui est fléchée sur les territoires concernés. Je me suis battu pour la maintenir auprès de Gérald Darmanin, et même, j'ai même souhaité l'augmenter. Donc, faire payer Nestlé. Donc, on ne peut pas me faire le procès d'être systématiquement... La trop grande proximité, c'est ce qui est reproché aux élus du territoire aujourd'hui. Attendez, un élu, moi, j'aime mon territoire et je défends mon territoire. Et pour défendre son territoire, il faut connaître son territoire et connaître ses entreprises. Donc effectivement, d'avoir une relation permanente et privilégiée telle que c'était rapporté,
Mais c'est normal, c'est l'inverse qui serait anormal. De la même façon que j'ai des relations avec les amis scieurs dans le domaine du bois, de l'ameublement. Quand on veut défendre son territoire, il faut le connaître. Alors c'est vrai qu'il y a certains élus qui ne sont pas forcément des élus de terrain ou qui ont peu de relations, mais à mon avis, ce n'est pas vraiment l'exemple à suivre. Donc pour vous, on n'a pas été trop conciliant avec, ou on n'a pas trop surveillé, entre guillemets, les activités de Nestlé pour qu'aujourd'hui, toutes ces affaires-là sortent les unes après les autres? Le mieux est l'ennemi du bien. Évidemment, la ressource en eau, l'eau est rare et précieuse. Vous connaissez les chiffres. 97% de la ressource en eau sur la Terre, c'est de l'eau salée. On n'a que 3% d'eau douce et là-dedans, il y a 2% des glaciers, ce n'est pas disponible. Donc on n'a que 1% d'eau douce disponible. Donc évidemment, il ne faut pas la polluer, il ne faut pas la gâcher. Mais le fait d'avoir un embouteillage, le fait d'avoir le PTC, le Product Technology Center, c'est-à-dire un centre mondial de recherche sur l'eau, dans les Vosges. Il aurait pu être en Italie, il aurait pu être aux États-Unis. Mais le fait d'avoir un embouteillage et un centre mondial de recherche sur l'eau, c'est un terrible atout pour les Vosges. Donc il faut le valoriser et pas le combattre. Mais cette mono-industrie, on sent bien qu'elle décline, hein. Les chiffres sont là évidemment, vous avez connu comme moi plus de 1000 salariés, bien plus de 1000 salariés évidemment. Aujourd'hui, pour vous, Nestlé va rester ou sa présence même sur les sites de Vittel et Contrex est menacée? En tout cas, comme je le disais, cet acharnement médiatique et politique, évidemment, ne donne pas une bonne image, ne facilite pas la vie de l'entreprise et ne donne pas une bonne image du territoire. Chaque fois qu'on exporte une bouteille de Vittel, par exemple, 40% de la production de Vittel était à l'exportation, mais c'est le nom de Vittel et c'est les Vosges qu'on exporte. Donc, qu'on ait cette gestion la marque monde, comme on dit, raisonnable, notamment sur la nappe des grès du Trias inférieur, qui va retrouver son équilibre même avant 2027, tel que c'était souhaité, qu'on fasse en sorte qu'on lutte contre la pollution plastique. Oui, bien évidemment. D'ailleurs, les industriels ont déjà beaucoup baissé le poids du plastique dans les bouteilles. Je rappelle que les bouteilles sont 100% recyclables. Il faut aussi que les citoyens fassent preuve de civisme. Donc, qu'on lutte contre ces décharges, la pollution plastique, et qu'on préserve la ressource en eau au niveau quantitatif et qualitatif, évidemment. Mais il ne faut pas perdre le bébé avec l'eau du bain. Et valorisons l'embouteillage et, encore une fois, le Centre mondial de la recherche sur l'eau. Ce sont des personnes qui viennent de tous les horizons, de toutes les nationalités. Ce sont des chercheurs de très haut niveau. On devrait plutôt être fiers qu'ils soient sur notre territoire. Alors, on va parler de thermalisme, bien évidemment, autre dossier du moment. Vous êtes président de la Fédération thermale du Grand Est, je le rappelle, 9 établissements sur la région, enfin 8 depuis la liquidation de Plombières, de fait. Un mot sur ce qui se passe du côté de Plombières, justement, avec cette proposition de François Vanson, le président du département, donc de cette SEM avec Bernard Bensaïd, qui n'a pas trouvé écho du côté de la région et de l'État. Comment vous êtes positionné sur ce dossier, vous? D'abord, il faut défendre Plombières, bien évidemment, comme il faut aussi défendre Bourbonne, et on est dans un cas de figure un peu similaire, et défendre le thermalisme d'une façon générale. Juste en introduction, je rappellerai que, outre l'intérêt en termes de santé publique, l'intérêt territorial, il y a un intérêt économique sur le thermalisme. Le PIB thermal, c'est-à-dire la richesse générée par le thermalisme, c'est 4,5 milliards. On a l'Observatoire du thermalisme qui nous a sorti les chiffres. 4,5 milliards générés, et le coût, c'est 300 millions pour l'assurance maladie. Donc entre 4,5 milliards et 300 millions, on voit bien qu'au niveau économique, il y a vraiment une richesse générée au profit notamment, essentiellement des communes rurales, puisque 90% ont moins de 10 000 habitants, c'est le cas de nos stations avec toujours vosgiennes. cette épée de Damoclès du déremboursement, hein. Vous êtes monté plusieurs fois au créneau, puisqu'on sait très bien que l'État, parfois en cherchant des économies à faire, peut aller taper de ce côté-là. Hein. Et vous voyez, s'il veut raboter sur les 300 millions et qu'il perd 4,5 milliards, je ne suis pas persuadé que ce soit un bon calcul. Alors sur Plombières, allons-y quand même, il nous reste 3 minutes seulement. Donc quel est votre point de vue à vous ? Sachant que vous connaissez bien Bernard Bensaïd, qui a été actionnaire majoritaire dans une SEM à Vittel, et que vous n'aviez pas souhaité... Pas majoritaire. Non, minoritaire, j'ai dit. Ah oui, minoritaire. Ouais. Je me suis toujours opposé à ce qu'il soit majoritaire. La situation est compliquée sur Plombières, parce qu'il y a un mélange de sociétés d'exploitation et de SCI. Moi, je vais m'en tenir aux faits. Quand on s'en tient aux faits, je remarque que M. Bensaïd est un habitué des tribunaux.
Premier point. Deuxième point, il a multiplié les redressements judiciaires et les liquidations judiciaires dans le domaine du thermalisme, comme à Plombières, comme dans d'autres domaines, comme dans le domaine de la santé, avec des cliniques. Et les ponts financiers entre ces différentes affaires. Hein, ensuite, en tant que président de la Fédération thermale du Grand Est, moi je ne l'ai jamais vu venir aux réunions de la Fédération thermale du Grand Est, comme je ne l'ai jamais vu venir à la Fédération thermale nationale à laquelle je siège aussi. Je ne l'ai jamais vu au Thermali, je ne l'ai jamais vu avec le CNET, le Centre national des exploitants thermaux. Bon, donc effet repoussoir, clairement, pour vous. Et pas que pour moi. Moi, tous les professionnels du thermalisme, je les côtoie à la Fédération thermale nationale. Je les vois tous. La chaîne thermale du Soleil, Valvital, France Therme, évidemment. Mais lui, je ne l'ai jamais vu. Alors, comment en sort-on à Plombières en quelques instants ? J'en ai parlé avec Lydie Barbeau il y a quelques temps. Je crois que la priorité aujourd'hui, c'est effectivement de lancer très rapidement une étude de repositionnement de la station. C'est indispensable, ça ne coûtera pas très cher. C'est la région, je crois, qui va l'apporter, d'après ça. On l'avait fait pour Vittel, au moment en amont du projet Vittel Horizon 2030. On avait confié au cabinet Ernst & Young et on avait fait cette étude. Et là, il faut le faire pour Plombières. On verra comment positionner la station, qu'est-ce qu'on veut faire, combien ça coûte, qui paye. Oui, mais il faut retrouver les bâtiments. C'est ça, l'enjeu aujourd'hui, il est là. C'est que c'est Bernard Ben Saïd qui possède les bâtiments, qui ne veut absolument pas les céder à moindre prix. Donc tout l'enjeu est là. Entre la SCI et les sociétés d'exploitation, c'est toute la difficulté que je soulignais au début. Et puis, dans un deuxième temps, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une association de partenaires public et privé, d'où l'idée de François Vanson, l'ASEM, moi je l'ai mis en place, j'ai été président de l'ASEM à Vittel, avant de reconfier à France Thermes, par une délégation de service public, l'exploitation des thermes à Vittel. On est passé par un stade temporaire de SEM, donc avec 85% d'actionnaires publics et 15% de tout le monde s'accorde sur ce montage-là, mais à savoir qui sera dans la SEM, tout l'enjeu est là. Et Bourbonne passe même au stade de SPS, de Société publique locale, avec 100% de public, avec le département de la Haute-Marne et les communautés. Et l'agence de l'attractivité, exactement. Mais l'agence de l'attractivité, c'est le département et les Comcom. Donc, temporairement, le public n'est pas là pour être un thermaliste, chacun son métier, mais par contre, le public est là pour éviter de couler et pour rendre à nouveau attractif et pouvoir confier à nouveau cet outil thermal à Plombières, comme à Bourbonne. Ça va être réussi pour le mois de mars de cette année. On n'aura pas de saison blanche et c'est aussi important pour les Vosges, le secteur de Montureau et de la Marche. On est limitrophe. Évidemment, même si ce n'est pas ma circonscription d'origine, Plombières, c'est le patrimoine de tous les Vosgiens et je suis très attaché à la station thermale de Plombières et je souhaite que notamment les partenaires publics puissent accompagner la station. Allez, toute dernière question, Jean-Jacques Gaultier. Vous l'avez dit en amont de cet entretien, il est probable qu'on aura d'autres élections. Cet été, vous me voyez arriver, évidemment, s'il y a une nouvelle dissolution, est-ce que Jean-Jacques Gaultier sera de nouveau candidat sur la 4e circonscription ? Alors, Jean-François Verrier, il y a une vie sans la politique, je vous rassure tout de suite. Et on peut même y retrouver une certaine sérénité et parfois du plaisir. Maintenant, si je ne m'intéressais plus à la politique, je ne serais pas sur ce plateau en train de commenter l'actualité nationale et locale avec vous. Moi, je constate simplement que rien n'est définitif dans la vie, ni la défaite, ni la victoire. Kipling, d'ailleurs, considérait la défaite et la victoire comme deux grands menteurs qu'il fallait traiter de la même façon si on voulait être un homme. Donc j'aurai la modestie de ne pas contredire Rudyard Kipling, ce grand écrivain. Et puis je constate aussi que le spectacle aujourd'hui à l'Assemblée est attristant, désolant, consternant. Alors, est-ce qu'on peut rester spectateur face à ça ? Je ne suis pas sûr. Donc, on verra le moment venu. Donc, vous avez envie d'y aller quand même. Ce qui est bon, ce qui est utile et ce qui est possible, parce que ce sont les circonstances qui font les hommes. On l'a vu avec la dissolution. Jean-Jacques Gaultier, le président départemental des Républicains, était notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On se souhaite une très bonne semaine, évidemment, à toutes et à tous. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel entretien. Merci à vous, merci de votre fidélité.